Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler d'un sujet assez intéressant, je pense, la planète Terre. On va parler de ses caractéristiques, comme sa taille, sa masse, mais également de son organisation interne. Parlons un peu de la consistance de la Terre. Cette magnifique photo que je vous installe ici n'est absolument pas une représentation de notre planète. Non, 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 non. En revanche, c'est une planète que vous connaissez normalement à peu près tous, c'est Jupiter, une des géantes gazeuses de notre système solaire. Et comme ce que je viens de vous dire est explicite, il s'agit d'une planète constituée essentiellement de gaz. Est-ce que vous avez déjà essayé de marcher sur du gaz? Non. Et si certains d'entre vous l'ont essayé, je suis absolument pas responsable de vos conneries. Alors du coup, notre planète, c'est quoi si c'est pas une géante gazeuse? Eh bien en fait, il s'agit d'une planète tellurique, c'est une planète rocheuse autrement dit, comme Mars, Vénus ou Mercure. Il est temps d'entrer dans le vif du sujet et de parler de la Terre et surtout de son rayon. Eh bien son rayon est de environ, attention c'est une valeur approximative parce que en fonction de l'endroit où vous prenez ce rayon, ce sera pas pareil, mais approximativement c'est 6400 km. Est-ce que vous voyez la tête de ce personnage à droite de notre planète? J'ai mis en grand parce que ce personnage a une importance cruciale. Dans l'histoire, il est parmi les premiers, si ce n'est le premier, à avoir déterminé avec précision la circonférence de la Terre. Avec les méthodes qu'il a employées, c'est extraordinaire. Je pourrais vous raconter comment il a fait, mais moi tout ce que je vais me contenter de vous dire, c'est qu'en description j'ai mis le lien d'une vidéo magnifique qui vous expliquera parfaitement comment il l'a fait. C'est vrai que quand j'y pense, vous avez quand même le droit d'avoir son nom. Son nom c'est Eratosthène. Normalement, vous reconnaissez les trois objets que j'ai mis ici. Il y a un mètre au milieu. Alors ok, faire le tour de la Terre avec un mètre, ce serait chiant et long. Mais soit, passons. À la limite, c'est quand même beaucoup plus pratique que ce qu'il a fait lui. Le satellite et la calculatrice sont des outils qui sont aujourd'hui indispensables pour faire ce genre de choses. Et vous allez voir que si je vous demande de vous en passer et de vous servir des deux objets dont il s'est servi, vous allez moins rigoler. Alors voilà les deux éléments en question. À gauche, vous avez un magnifique chameau, une magnifique petite bête réputée pour son pas régulier. Mais de l'autre, vous avez un bâton. Donc ce que l'on va faire, c'est que je vous donne ça, je vous donne 3 semaines, et vous me trouvez la circonférence de la Terre. Soyons sérieux, et maintenant laissez cette pauvre bête et ce bâton tranquille, je veux pas qu'il y ait d'accident. Nous allons parler maintenant de la masse de la Terre. Notre belle planète a une masse. Pas un poids, une masse. Le poids, ça fait référence à quelque chose de bien précis qui n'est absolument pas une masse. Mais, ça fait pas l'objet de cette vidéo. La Terre pèse 5,95 fois 10 puissance 24 kg. Soit 5,95 10 puissance 21 tonnes. Je sais pas si vous représentez, alors pour vous aider, je vous ai joint ici une petite illustration où on a des éléphants, la Terre, et le en haut, ce qui est écrit en rouge ici, c'est le nombre d'éléphants qu'il faudrait. Alors en considérant qu'un éléphant moyen ça fait 5 tonnes, pour égaler la masse de la Terre. Et oui, ça fait énormément de zéros. Et d'éléphants aussi. Je suis pas sûr que si vous preniez tous ces éléphants pour faire une démonstration, les associations de protection des animaux vous laisseraient faire. Le vide spatial, c'est bon pour les tardigrades peut-être, mais pas pour les éléphants. Nous sommes arrivés à l'anecdote du jour qui concerne la rugosité de la planète Terre. Elle est beaucoup plus lisse, ou moins rugueuse si vous voulez, qu'une boule de billard. Alors une fois rapportée à la même échelle, bien sûr. Pour aborder ce dernier point, il nous faut parler un peu des ondes sismiques. Ce sont des ondes mécaniques comme le sont les ondes sonores utilisées par exemple pour les échographies. Il est intéressant de noter que d'ailleurs il s'agit quasiment du même principe, sauf que là nous l'utilisons pour sonder l'intérieur de notre belle planète bleue. Les ondes sismiques se propagent au cœur de la Terre et subissent des phénomènes de réflexion ou de réfraction selon l'angle par rapport à la surface entre les milieux. Il faut savoir que ces vitesses dépendent entre autres de la densité du matériau et de son état. Par exemple, le noyau externe qui est liquide ne laisse pas passer les ondes S dont on va reparler tout de suite. Pour arriver aux résultats qui sont affichés maintenant, il faut prendre en compte deux types d'ondes, les ondes P et les ondes S. On va pas s'arrêter sur les propriétés exactes de chaque type d'onde, mais on va juste en dire deux mots. Les ondes S sont incapables de se propager dans les milieux liquides. La vitesse de propagation des ondes P ou S dépend de la nature et de la densité du milieu, ainsi que de son état. Par exemple, si le milieu est solide, alors les ondes partiront beaucoup plus vite à l'intérieur. Maintenant, procédons à cette échographie de la Terre. On obtient des informations précieuses comme la position de plusieurs limites très importantes dans la structure interne du globe. La première se situe autour de 600 km de profondeur, elle sépare le manteau asténosphérique, ou manteau supérieur, du manteau inférieur. La seconde limite est à 2900 km de profondeur, c'est déjà beaucoup plus loin de nous. Et celle-ci sépare le manteau inférieur du noyau qui est externe et qui est liquide. On sait qu'il est liquide parce que les ondes S ne passent pas dedans.
La dernière de ces discontinuités, ou de ces limites si vous préférez, est située à 5150 km de profondeur environ. Elle sépare le noyau externe qui est liquide du noyau interne qui lui est solide. On l'appelle d'ailleurs la graine. Ces limites mentionnées ici correspondent à des différences de composition chimique, de densité des constituants et d'état. Il faut savoir qu'on trouve notamment du fer et du nickel dans le noyau liquide et que c'est la cause du champ magnétique qui protège notre planète. Voici une magnifique illustration que vous trouverez facilement sur internet, mais j'ai quand même mis le lien dans la description, qui montre les 5 principales enveloppes de la Terre. En 5, à l'extérieur, on trouve tout ce qui est croûte terrestre et qui constitue la lithosphère. Alors il existe des lithosphères continentales et océaniques, mais c'est pas du tout le sujet aujourd'hui. On va regrouper tout ça sous le terme de lithosphère. Sous la lithosphère, en 4 donc, nous trouvons le manteau asténosphérique, ou supérieur. Encore en dessous de ça, se trouve le numéro 3. Il s'agit en fait du manteau inférieur, qui s'arrête autour de 2900 km, pour laisser place à ce qu'on appelle le noyau. Le noyau se divise en 2. Le 2, c'est le noyau externe liquide qui génère le champ magnétique terrestre. Tandis que le noyau interne, ou la graine, en 1, est en fait une partie purement solide du noyau terrestre. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On reviendra sur certains points comme la lithosphère, continentale, océanique, on apprendra à faire la différence, mais pour aujourd'hui c'est fini. Je vous laisse avec la petite diapo qui vous montre la suite des événements sur cette chaîne.